François Bayrou, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Je m'appelle François Bayrou, je suis né le 25 mai 1951 dans un petit village des Pyrénées où j'habite toujours. Je suis parcours professionnel agrégé des lettres. J'ai toujours gardé un pied dans le monde agricole parce que je suis un fils de paysan et après les accidents de la vie, j'ai eu l'obligation au fond, de reprendre cette tradition familiale que j'ai exercée dans un domaine qui est plutôt un domaine original qui est celui des chevaux. J'ai écrit une quinzaine de livres. L'écriture compte beaucoup pour moi, et après avoir été député très longtemps, ministre, député européen, conseiller général, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, je suis aujourd'hui, avec beaucoup de bonheur, maire de Pau et président de l'agglomération de Pau. Et donc c'est un enracinement. C'est un enracinement dans des idées. Je suis toujours resté dans les convictions qui sont les miennes, au centre. Les philosophes diraient démocrate chrétien. Et puis enracinement géographique et culturel. Et puis enracinement culturel en particulier dans les humanités qui sont pour moi la clé privilégiée pour comprendre le monde. Et j'ai été ministre de l'Éducation nationale pendant des années importantes, ce qui est au fond resté comme un lien entre le monde de l'éducation et moi. Il est offensant de vous qualifier de vieux routier de la politique ou non? Non, je suis un juvénile routier, c'est-à-dire j'ai l'expérience de la route, mais l'ardeur qui est la mienne, l'envie de vivre, de conquérir, n'ont jamais baissé. Et même, il me semble que je suis que je suis engagé avec moins de préoccupations de carrière que je ne l'étais quand j'étais plus jeune. Et donc, en tout cas, ce que je vis, ce que je ressens en moi, c'est bizarrement, c'est une chose, enfin, ça ressemble à un engagement juvénile. Est-ce que la politique, c'est un métier, c'est un service, c'est une mission, c'est une ambition, c'est un destin qu'on se prête? La politique, pour moi, c'est une vocation. On me dit quelquefois que ferez-vous quand vous arrêterez? Mais je n'arrêterai jamais. C'est exactement comme si on me disait que ferez-vous quand vous arrêterez d'être père de famille? J'arrêterai jamais d'être père de famille. Parce que ceci est ma vie. C'est une part essentielle de ma vie. J'ai des enfants nombreux, sympathiques, chaleureux, enrichissants, courageux. Mais je ne peux pas arrêter d'être père de famille, quels que soient les événements. Je ne peux pas arrêter d'être un citoyen engagé, comme vous, quels que soient les événements. Et même vous, vous êtes engagé davantage au fur et à mesure que le temps avançait. Eh bien, d'une certaine manière, c'est aussi là que je suis. Je ne peux pas être... ça n'est pas pour moi une carrière. Si c'était une carrière, honnêtement, j'aurais pu multiplier les postes de responsabilité, les galons, les chapeaux à plumes, les titres honorifiques, dignitaires. J'ai toujours refusé les décorations, sauf les palmes académiques, parce qu'elle est de fondation quand on est... Mais j'ai refusé la Légion d'honneur à plusieurs reprises, je ne veux pas de décoration.
Mes décorations, ce sont les livres que j'ai écrits et qui ont eu un accueil très chaleureux du point de vue des lecteurs et qui durent encore tant d'années après. Et puis la confiance que me font les gens de mon pays, de mes racines. Or, c'est très rare en politique d'être élu chez soi. La plupart de mes amis ont été élus après, comme on dit, parachutage. Ils ont été élus dans un endroit où on les envoyait parce que électoralement c'était favorable. Moi, c'était électoralement défavorable, mais humainement, je ne pouvais pas me présenter ailleurs. Et donc, quand j'étais très jeune, un homme politique tout à fait éminent de cette époque, qui s'appelait Jean Le Canuet, et dont j'étais le très jeune collaborateur, m'a dit « Viens en Normandie, je te donne Rouen ». Il était maire de Rouen, sénateur, président du Conseil général. Et je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit « Monsieur, si je vous disais oui à la minute, vous me regarderiez plus de la même façon. » Et il se trouve que je ne suis pas normand, je suis béarnais. Et je suis de Pau. Il m'a dit, mais tu ne pourras jamais être élu à Pau. On ne peut pas être élu à Pau quand on est centriste. Et moi, je pensais qu'on pouvait. Et j'ai eu le bonheur de faire la preuve avec beaucoup de hauts et pas mal de bas, que c'était possible et que même on pouvait révéler à une région son être profond. Pour avoir cette vocation que vous avez décrite, est-ce qu'il ne faut pas avoir de soi une conscience un peu vive, presque hypertrophiée, qui pourrait parfois rejoindre une forme de vanité? D'orgueil sûrement. Je suis orgueilleux, c'est-à-dire que je suis assez facilement dressé contre de fausses autorités. Je n'ai jamais vu les galons sur les épaules des gens, j'ai vu les gens qui étaient sous les galons. Et j'ai infiniment respecté des gens humbles et regardé avec un peu d'ironie des gens qui étaient très notables. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième est plus importante à mes yeux. Je crois que tout le monde a un destin. On n'a qu'une vie. Si on ne donne pas cette vie à des choses qu'on considère comme précieuses et comme grandes et comme dignes d'idéal ou de sacrifice, alors c'est une vie perdue. Ne croyez pas qu'une jeune femme qui élève ses enfants toute seule, ne croyez pas qu'elle a un destin? Moi, je crois que oui. Et donc, oui, j'accepte cette idée que nous avons un destin et qu'il faut être à la hauteur du destin qu'on traverse. Une vie ne peut pas être perdue. Et alors, c'est vrai que j'ai une haute idée de ce que l'engagement d'une vie suppose. Mais j'essaie d'avoir la même haute idée dans ce que j'écris, dans les livres que j'écris, dans les livres de combat ou dans les livres d'histoire ou dans j'essaie d'avoir la même haute idée que dans la carrière politique. Alors c'est vrai que ça ne conduit pas sur les sentiers les plus faciles. Au-delà des opinions politiques, est-ce que vous ne pensez pas que la grande fracture aujourd'hui, gauche et droite confondues, se situe entre les personnalités qui ont de la culture et celles qui n'en ont aucune? Je crois que vous avez absolument raison. Nous vivons, alors peut-être ça s'est dit sous toutes les époques, mais nous vivons un temps dans lequel l'inculture des responsables politiques, et l'inculture au sens profond du mot, pas qu'ils soient capables de cracher des fiches qu'ils ont écrites, mais l'inculture au sens... Vous savez, autrefois, il y avait cette formule, je ne sais plus de qui elle est, qui paraît bizarre, qui est « la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Valéry. Et donc, je ne savais pas que c'était de Valéry. Cette phrase est très profonde.
quand vous y réfléchissez. Ça veut dire qu'il y a le temps de la découverte, et puis il y a le temps de la sédimentation. Quand vous, les livres, et c'est pas un secret que je lis beaucoup encore aujourd'hui. C'est très rare que je passe une journée sans lire un livre nouveau. Donc, mais ça peut être des policiers, hein, c'est pas à vous que je vais. Bon. Et donc, cette sédimentation, les choses de la culture les choses de l'esprit des autres, la culture, c'est ça, qui se déposent au-dedans de vous et qui vous forment une personnalité, c'est infiniment précieux. Comment vous pouvez être président de la République en ignorant l'histoire ? Comment c'est possible ? Vous avez entre les mains le destin de votre pays. Ce pays a traversé beaucoup d'épreuves. En réalité, l'enchaînement des événements, des causes et des circonstances est un enchaînement très répétitif. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Et la découverte d'Internet et la découverte de l'imprimerie sont des événements de degrés différents, mais de nature semblable. Comment vous pouvez ignorer tout ça ? Comment vous pouvez parler de l'islam sans savoir ce que les guerres de religion ont été ? Alors c'est vrai que je suis, comme vous, profondément heurté par l'espèce d'ignorance satisfaite. Parce que l'ignorance, on en a tous, plein, des pans entiers d'ignorance. Mais c'est une ignorance qui nous laisse insatisfaits. Et on essaie de combler les choses, et on a maintenant des outils formidables pour combler. Mais l'ignorance satisfaite est quelque chose de profondément irritant et de profondément affaiblissant. Le débat public en France. Et c'est pourquoi les modifications dans l'éducation, la réforme du collège qui vise par exemple à rayer d'un trait de plume ce qui a fait le fond de la culture de la France pendant 4 siècles, les humanités classiques, rayer, supprimer. Parce que une jeune ministre s'est laissée persuader par son entourage qu'après tout, qu'est-ce que c'était ces vieilleries ? L'abyssale ânerie moderniste, hein, qui se croit moderniste et qui est qui empêche d'appréhender le moderne. Parce que le moderne, c'est la projection vers l'avenir de choses qui sont des choses de fond. Comment on peut accepter ça ? Et donc, je sais pas comment on peut dire, la déculturation, le dépouillement de ces fondations qui permettent de comprendre le monde, qui est une des grandes blessures de notre temps. Comment faites-vous pour faire cohabiter en vous la personnalité pragmatique qui a été ministre, qui parfois a été contestée, heureusement. Oui, qui s'est situé dans la politique du pouvoir en tant que tel, et l'être qui aujourd'hui tient parfois un discours de rupture, qui se présente avec une vision nouvelle. Comment faites-vous ? Est-ce que vous payez sans cesse le passif de l'être que vous avez été, ou est-ce que vous êtes persuadé que votre discours est porteur de nouveautés et d'inconnus ? C'est une question très, si vous me permettez de vous le dire, très sensible, très empathique, parce qu'elle est une compréhension profonde d'un parcours. J'ai été un responsable politique classique. J'étais quelqu'un qui croyait, alors on trouvera ça idéaliste ou peut-être même stupide, je croyais à la méritocratie républicaine. J'ai été un élève un peu école buissonnière,
Mais je croyais qu'on pouvait passer les concours. J'étais agrégé très jeune. Et l'agrégation, pour moi, c'était comme pour vous la magistrature. Je suis sûr que vous avez vécu la même chose. Et je pensais qu'au fond, l'engagement civique, la politique, c'était ça. C'est-à-dire, vous étiez engagé, vous étiez courageux, vous affrontiez en duel vous étiez David et vous aviez Goliath en face de vous et tout le monde, et puis vous gagniez, et puis vous franchissiez un cap, et puis vous deveniez le représentant des vôtres à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire une chose que j'ai pas dite. Ma mère est venue à Paris pour la première fois le jour où je suis entré à l'Assemblée nationale. Paysanne des Pyrénées, intelligente, et mon père aussi. Mais elle n'était jamais venue à Paris. Et le jour où je suis entré à l'Assemblée, ma mère était dans les tribunes du public. Et j'ai été envoyé à la tribune le jour où je suis entré à l'Assemblée nationale. J'ai d'ailleurs dû être très mauvais, mais parce que j'étais très impressionné. Puis l'hémicycle, vous verrez le jour où vous y serez, c'est pas si simple. Et donc, même vous qui êtes défenseur de l'éloquence républicaine, et donc j'étais très fier. Et puis on est député, et puis on a la chance de devenir très jeune chef de parti, secrétaire général de l'UDF avec Giscard, c'était pas rien, je veux dire, dans le... Bon. Et puis de faire des tas de choses, et puis d'écrire des livres qui ont du succès, et puis on devient le représentant de sa famille politique, et puis on entre au gouvernement très jeune, dans un poste qu'on a souhaité, dont on a rêvé, qui est crucial, qui est le ministère de l'Éducation nationale, et puis un jour on s'aperçoit que dans ce monde-là, tout est faux. Faux, truqué. Qu'en réalité, les vraies décisions, elles ne sont pas celles qu'on expose, elles ne sont pas celles qu'on prend sur la table, elles sont sous la table. Et qu'au-dessous de la table, alors, il y a des réseaux de captation du pouvoir. On nomme des gens pour contrôler des secteurs de l'économie, de la banque, et que tout ça n'est pas vrai. Et quand on est ce qu'on est, alors on a le choix entre deux attitudes, et j'ai exercé cette liberté à mes risques et périls. Le choix entre l'attitude de celui qui accepte. Alors, 90% du monde politique classique ne voit pas ce que je viens de vous dire. D'abord, c'est la première... on ne voit pas. On croit qu'au fond, on sait. On ne sait pas. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui est est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Et j'ai décidé de ne pas accepter. J'ai décidé pourquoi? Parce que je ne suis pas là en mon propre nom. D'abord, honnêtement, les grandeurs d'établissement, comme disait notre camarade Blaise Pascal, ne m'intéressent pas. Je n'ai pas de goût pour ça, je m'en fous. Je trouve que c'est de la fausse monnaie. Donc ça ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas de mérite. Mais simplement, pour moi, ce n'est pas assez, ça. Et donc j'ai décidé, au nom de ceux que je représente, je n'oublie jamais que je représente des gens qui ont eu du mal dans la vie. Mon père n'a jamais pris un jour de vacances de sa vie. Sa vie. Et il est mort dans un accident du travail. Il s'est tué dans un accident du travail. Et ma mère n'a jamais pris un jour de vacances de sa vie. Et mes enfants sont formidables. C'est-à-dire qu'ils croient que la vie, c'est grand et que ça vaut la peine d'être vécu. On les a élevés comme ça. Et puis, tout le peuple de ceux qui m'ont fait confiance.
croyaient, parce que c'était moi et parce que c'était eux, que je ne les tromperais pas. Eh bien, au nom de tous ceux-là, il y a un peu de conscience sociale, vous voyez, dans tout ça. Au nom de tout cela, je ne pouvais pas dire, je pouvais pas accepter d'entrer dans cette tromperie générale. Alors c'est vrai qu'en moi, il y a de la rupture. Est venue de la rupture. Je suis passé de celui qui croyait qu'on pouvait être, je ne sais pas quoi, une espèce de Rubempré civique, hein, parce que j'ai jamais perdu le sens civique, mais qu'on pouvait comme ça monter à l'assaut et gagner la forteresse, à celui qui sait qu'il faut changer la pratique et la règle du jeu, qu'on n'y arrivera pas facilement comme ça. Voilà. Et donc, d'où les engagements différents et les choix difficiles et de rupture que j'ai faits. Justement, si je pars de 2007 jusqu'à aujourd'hui, des gens qui, à mon avis, ne sont pas très lucides, considèrent que votre parcours est illisible et erratique. Est-ce que vous pourriez le décrire si vous-même vous l'estimez très cohérent? Moi, je pense qu'il est extrêmement lisible. Donc, on va simplifier. Je sors du gouvernement, j'ai cette prise de conscience. C'est pas dire du mal du régime que Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy montaient, que de dire qu'il y avait eu cette préoccupation de mettre des noyaux durs dans le monde économique, de verrouiller un certain nombre de choses, et les médias en particulier, et d'avoir sur le monde de la justice une vision. C'était leur vision, c'était pas la vision explicite, mais j'ai compris assez vite que c'était la vision implicite. Et donc je me suis éloigné d'eux et j'ai essayé de constituer le centre en force autonome pour changer tout ça. Ça m'a amené à conduire une liste aux élections européennes de 1999. Si on regarde cette élection européenne de 1999, alors elle est très intéressante parce que on s'apercevra, le jour où on le fera, qu'il y avait une liste RPR et démocratie libérale conduite par un jeune homme qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Il y avait une liste du Parti socialiste conduite par un jeune homme qui s'appelait François Hollande et que je conduisais moi-même, jeune homme, la liste de l'UDF maintenu, de ceux qui à l'UDF voulaient que le centre se constitue. Et je pense qu'un certain nombre de mes amis m'y avaient envoyé avec l'idée que j'allais faire forcément un très mauvais score. On a fait un très bon score. Après ça, on est allé à l'élection présidentielle et un assez grand nombre de gens croyaient que, évidemment, ça ne pourrait pas marcher. Et après des événements que vous savez, et une campagne très difficile, on a fait un score honorable de 7%, mais qui a été ce score-là, cette élection a été marquée par le fait que Le Pen était au deuxième tour, que Jacques Chirac a fait 80%. Et le lundi matin suivant le premier tour, Duel annonce que Le Pen était au deuxième tour et que Jospin était éliminé. Je suis allé voir Jacques Chirac et je lui ai dit « Tu vas faire 80% des voix, tu as une obligation », parce qu'il voulait qu'on le tutoie. Il voulait que ceux qui n'étaient pas de son cercle le tutoient. J'étais jamais été de son cercle. Je lui ai dit « Tu vas faire 80%, il faut que tu fasses un gouvernement d'union nationale. » Parce que seule une réponse de cet ordre sera à la hauteur de la gravité de ce que nous sommes en train de vivre. Il m'a dit, tout ça c'est des conneries, c'est le mot qu'il a utilisé, je vais faire un parti unique. Je lui ai dit, ben, je serai contre toi. Parce que répondre par une démarche de captation partisane à un événement aussi... Ça n'a pas été rien pour des millions de gens de gauche d'aller voter Chirac. C'était à peu près
le contraire de ce dont il rêvait. C'était une violence qui se faisait au nom d'un certain idéal. Je ne suis pas sûr que ça se referait aujourd'hui, méfions-nous. Ils l'ont fait, et Jacques Chirac, poussé par les mêmes, a décidé qu'il n'en ferait rien, et qu'il ferait prise du pouvoir par un parti dans lequel on allait noyer tout le monde. Donc je me suis opposé à lui, je l'ai soutenu sur la guerre en Irak, contre mes propres amis. Je suis monté à la tribune contre mon bureau politique, ou une large part de mon bureau politique, pour dire que je considérais qu'il avait raison sur la guerre en Irak. On arrive à 2007, et en 2007, je plaide cette rupture-là, avec l'idée que gauche contre droite, c'était un jeu qui était destiné à tromper le citoyen. Que les forces qu'il y avait derrière les uns et les autres étaient en réalité les mêmes, y compris les forces médiatiques à l'époque, vous vous souvenez d'un certain nombre. Parce que, évidemment, si vous n'avez que deux pions qui peuvent l'emporter, il suffit de mettre les billes sur les deux pions, il suffit de mettre les billes sur les deux cases, et vous êtes sûr de gagner. Donc je trouvais qu'il y avait là une tromperie, et j'ai proposé cette rupture, on a failli gagner. Ça ne s'est pas fait pour des raisons qui seraient trop longues à analyser. Et très vite, je me suis trouvé en opposition avec Nicolas Sarkozy parce que sa vision de fond était celle que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que l'important était de contrôler ce qui se passait sous l'apparence, sous la table, et d'avoir des verrouillages de tous les centres de pouvoir. On va dire ça comme ça. Ça a été constant au long de son engagement. Et donc pour lui, l'idée que je développe là, démocratique ou républicaine, était une idée qui lui faisait hausser les épaules. Contrairement à ce qu'on a dit, à ce qu'on dit encore tous les jours, je n'ai aucune antipathie personnelle à l'égard de Sarkozy. Pour tout dire, peut-être c'est réciproque, personnellement, il m'est assez indifférent. Et il y a même eu des moments... bon. Donc, j'ai aucune antipathie personnelle. Mais sa vision du pouvoir, de la relation avec le citoyen, et le choix stratégique qui est le sien, que pour gagner, il faut opposer les gens entre eux, que c'est bon électoralement d'insulter, de traiter, d'alimenter de mettre le feu, que le feu est une énergie. Le feu qu'on met entre les gens, c'est une énergie électorale et que c'est ce qu'il faut faire. Au fond, ce que Trump fait aujourd'hui dans la primaire américaine. Et donc, ça, c'est le contraire de ce que je crois bon pour un pays, de ce que je crois grand pour un pays, de ce que je crois noble pour un pays. Et donc, sur ce point-là, je me suis opposé à lui. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « Abus de pouvoir », qui a été un best-seller, qui a été très, très bien reçu par l'opinion, qui était un livre, on va dire, vigoureux. Bon. Et donc, je me suis opposé à lui. On est arrivé à 2012, et au moment de la campagne de 2012, j'ai dit, je dis à l'avance que ce n'est pas le passé qui m'importe, mais c'est les enjeux du pays aujourd'hui. Or, Nicolas Sarkozy a choisi d'aller encore plus loin dans cette voie de l'affrontement et de l'exacerbation de ce que le pays a de plus sensible et donc de plus inflammable. Et donc je me suis opposé à lui, et je n'ai pas voté pour lui au deuxième tour, j'ai voté pour Hollande parce que je ne voulais pas rester entre deux chaises. Je croyais que François Hollande, en raison des engagements qu'il avait pris, et puis du style qui, au fond, était le sien, assez
jovial, assez bon camarade comme ça. Je pensais qu'il serait réconciliateur du pays et qu'il ferait faire au Parti socialiste la conversion explicite que Jacques Delors avait essayé de faire faire. Il venait de Delors, il venait de l'entourage de Jacques Delors, et j'ai cru que c'était sa pente. J'ai cru, il a fait croire. Mais bon, d'où l'immense déception, frustration qui est la mienne. Et donc voilà le parcours. Je suis persuadé que nous ne pouvons pas sortir le pays des difficultés très grandes, solubles pour moi, mais très grandes, dans lesquelles il se trouve, sans un mouvement civique, sans une prise de conscience, sans un changement, une rupture de la manière dont on le gouverne, dont on s'adresse à lui, dont le monde politique est organisé pour représenter le pays. Quand vous songez que si vous additionnez extrême droite, extrême gauche et centre, il y a 50% des Français qui ne sont pas représentés dans nos institutions. 50%. Mais de quel droit peut-on décider? Qui a la légitimité de décider que 50% des Français ne seront pas représentés? Moi, je les prends billes en tête ou les yeux dans les yeux. Qui êtes-vous, monsieur institution, pour décider que 50% des Français doivent être exclus, même si je ne partage pas leurs idées? Et Dieu sait que je me suis battu contre l'extrémisme beaucoup et que je continuerai à me battre. Mais qui êtes-vous pour décider qu'il n'y a pas de représentation? Vous n'avez pas un brevet de monopole. Personne vous a donné ce privilège d'être les seuls à représenter. Donc il faut un mouvement de rupture civique pour arriver à ce que je pense nécessaire, c'est-à-dire les idées, et elles sont simples pour moi, qui permettront au pays de résoudre les questions qui se posent à lui. Car, j'en profite puisque vous n'interrompez pas, car outre cette idée de rupture civique et de besoin, au fond, de prendre les gens au sérieux, de leur dire la vérité et sur la dette et sur les affaires, je l'ai fait sans discontinuer. Outre ce besoin-là, il y a une deuxième prise de conscience nécessaire et qui me singularise dans le monde politique français, c'est que le monde politique, il passe son temps à dire c'est la faute des autres, de l'Europe, de l'euro, de l'Allemagne, de la mondialisation, de je ne sais pas quoi. Or, aucun des sujets identifiables de notre misère nationale ne vient des autres. Personne ne nous a obligés à faire des choix en matière d'éducation nationale qui fassent que 1 sur 3 des enfants ne sait pas lire. Personne. Nous avons été, dans les décennies antérieures, nous avons été le pays de l'éducation. C'était chez nous que l'école publique, laïque, obligatoire, apprenait à lire à tous les enfants. Et je vous assure que dans mon village, ils n'étaient pas tous venus de milieux culturellement évolués. Personne ne nous a obligés à ça. Personne ne nous a obligés à avoir le code du travail le plus illisible du monde. Personne ne nous a obligés à avoir la situation de l'entreprise qui est en perpétuel doute ou suspicion. Personne ne nous a obligés à avoir la fiscalité illisible que nous avons. Personne ne nous a obligés à faire des dettes. Personne. C'est ce saut à faire des dettes infinies. Personne. C'est nous qui avons fait ces choix. Et je prétends que c'est chez nous qu'on doit les corriger. Et donc ces deux lignes, et dont vous voyez qu'elles viennent de loin, puisque mon combat sur la dette, c'est un combat qui date d'il y a 15 ans. Sans cesse plaider ça, au point que les Guignols en faisaient un trait de rupture civique et conscience que les problèmes viennent de chez nous et pas d'ailleurs. Voilà mes deux lignes de conduite, avec l'horizon qu'il y a des idées simples pour en sortir. Je veux dire, toutes les grandes aventures collectives, Napoléon de la paix, Napoléon
du Code civil, de la construction de la France. Napoléon III, à sa manière, il avait des défauts, mais De Gaulle, toutes ces grandes aventures civiques, elles sont fondées sur des idées simples et peut-être même simplissimes. Lorsque De Gaulle dit « indépendance, une monnaie qui tienne la route et une politique industrielle », ce que Pompidou a repris, quand Giscard, qui a plus de mérite qu'on ne le dit, a pris un certain nombre de décisions au fond de rééquilibrage moderne de notre pays, tout ça, ce sont des idées simples. Ce n'est pas des idées d'experts, ce sont des idées de citoyens. Voilà les certitudes avec lesquelles je vis. Au fond, est-ce que vous incarnez depuis longtemps un centrisme vigoureux, non ectoplasmique, qui ne correspond pas à la caricature qu'on fait de lui, mais est-ce qu'au fond, le centrisme n'a pas de mal à faire percevoir qu'il n'est pas seulement un arbitre des élégances démocratiques, qu'il n'est pas simplement hostile à la droite et à la gauche? Est-ce qu'il n'a pas de mal à faire percevoir qu'il est capable, en tant que tel, d'offrir aux Français un corpus intellectuel et politique? Vous avez tout à fait raison. Le mot centre est un mot difficile, est un mot complexe, compliqué. Alors qu'est-ce que c'est centre? Oh, c'est deux choses qui sont aussi simples et à mon avis profitables l'une que l'autre. La première, c'est de dire que on n'est pas condamné à avoir un pays coupé en deux. C'est pas deux camps. Et on continue à nous dire qu'il y a deux camps, alors que vous savez bien, cette histoire des deux camps est finie depuis longtemps. La gauche est coupée en deux, la droite est coupée en deux, le centre est divisé, tout ça c'est fini. Bon. La question européenne coupe les camps en deux, les questions... bon. Donc, on n'est pas... Je veux dire, c'est un mensonge de nous faire vivre en deux camps. Et l'autre choix, c'est le pluralisme. Je suis pour le pluralisme. Vous vous souvenez que quand l'UMP s'est formée en parti unique, je suis allé à Toulouse sur la scène devant des milliers de personnes qui m'ont accueilli, comment dirais-je, chaleureusement, pour leur dire vous dites que nous pensons tous la même chose, et moi je vous dis, si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien. Pluralisme, première idée. Et deuxième idée du centre, c'est de dire que c'est pas parce que quelqu'un est différent de vous qu'il est votre ennemi. On peut construire avec des gens, même s'ils n'ont pas votre carte de parti. Il suffit d'avoir le minimum d'institutions pour le faire, et la modernité, la projection vers l'avenir, la capacité à résoudre les problèmes impose qu'on puisse travailler avec des gens, même s'ils sont différents de vous. Voilà ce que centre est. Et si quelqu'un veut me dire qu'aujourd'hui, on va encore nous imposer le camp contre camp, et c'est parce que quelqu'un n'a pas ma carte que jamais je ne peux travailler avec lui, si on me dit que c'est comme ça qu'on va sortir le pays des difficultés où il se trouve, alors je m'inscris en faux. Voilà. Donc voilà ce que centre veut dire. Et voilà ce que la démarche politique novatrice dont nous avons besoin impose. Mais ça relève cela de la forme démocratique. Oui. Et le fond du centrisme, il est où? Le fond du centrisme, c'est encore plus simple que cela. Le centrisme est l'idée qu'on peut inscrire l'humanisme dans un projet politique. C'est ça le fond du centrisme. Alors l'humanisme laïque pour les uns, comme on dit, l'humanisme chrétien pour les autres, peut-être on dira l'humanisme écologique pour les troisièmes, tout ça ont à faire ensemble. L'idée que le but d'une société n'est pas le matériel, le matérialiste, l'argent, que la considération qu'on doit avoir pour les gens, elle ne vient pas de leur statut économique, que l'éducation est le bien principal, que la culture c'est l'épanouissement, tout ça qui est un projet humaniste, sur le fond, voilà le corpus du centre. Alors depuis
qu'il a été créé. Raison pour laquelle c'est cette famille politique qui a été dans la résistance. Raison pour laquelle le Conseil national de la résistance, c'est eux qui en ont été le creuset. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu les accords de Munich, quel est le seul journal qui s'y soit opposé? C'est un petit journal qui s'appelait l'Aube. Et qui a osé proférer cette phrase formidable lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. Voilà, c'est une famille politique à part entière qui s'est forgée dans la résistance au premier rang, au premier chef, dans le compagnonnage avec le général de Gaulle qui en venait quand il était à Londres et qui aujourd'hui encore continue à maintenir cette affirmation. Mais vous pensez vraiment que ces considérations, au demeurant nobles, sont de nature à permettre au peuple français d'identifier un procès politique et de battre en brèche le reproche permanent fait au centrisme de picorer à droite ou à gauche? Oui, enfin, ce reproche d'indécision, d'entre deux chaises, il a été justifié pendant longtemps, convenons ensemble qu'il ne l'est pas, qu'il ne l'est plus. Donc je le récuse, mais vous m'avez interrogé sur le fond, je vous ai répondu sur le fond. Après les grands choix devant lesquels notre pays va être, ce sont des grands choix qui tiennent à la volonté de réforme, à la capacité de réforme. Et si je prends un domaine comme le vôtre, comme celui de la justice et de la magistrature, non pas que vous soyez limité à ce domaine-là, mais c'est votre vie, voilà. Les grands choix qu'il convient de faire sont faciles, sont simples. Ils ont des implications, il y a des problèmes de moyens, je ne disconviens de rien de tout ça, mais si nous avions à écrire ensemble, vous avec votre expérience, moi avec les repères qui sont les miens, si nous avions à écrire une politique pour la justice, il n'y aurait aucune difficulté à le faire. Et si nous mettons autour de la table de Badinter à vous en passant, il n'y aurait aucune difficulté à le faire, on sait bien. Et donc, on sait bien les grands choix qu'il y a à faire. Ce sont des choses, je sais que personne ne me croira quand je le dirai, mais je considère que ce sont des choses faciles, que le droit du travail, ce sont des choses faciles, qu'on pourrait écrire en quelques dizaines de pages, ce qui aujourd'hui est illisible en 2000 pages. On pourrait. Ça demande un petit effort, ça demande ce que les juristes du temps de Napoléon avaient, c'est-à-dire la capacité de prendre un stylo et d'écrire clairement, d'où les problèmes de culture que vous indiquiez, et d'écrire clairement des choses simples et compréhensibles. Peut-être Badinter a été trop simpliste dans le projet qu'il a fait sur le droit du travail. Enfin, il a écrit quelque chose de lisible. Je crois que rien n'est inaccessible dans les grandes réformes que nous avons à faire, et que rien n'est du domaine d'une expertise tellement élaborée que seuls quelques technocratie pourrait la conduire. Je crois que c'est une affaire civique. Je pense que c'est pas dur d'apprendre à lire aux jeunes Français. Je pense que il y a encore pour une fois des études qui viennent de sortir et qui disent les choses assez simplement. C'est facile, à condition que quelqu'un s'y mette. Et au lieu de laisser faire des bureaux, des experts, que le bon sens créatif, s'y mettent et qu'on dise, voilà, ben écoutez, on a 3 mois pour répondre à cette question-là. Et je crois que l'efficacité de l'action publique auquel les citoyens ne croient plus est à portée de la main. En tout cas, c'est ma conviction profonde.
Je pense que tout ceci est un labyrinthe dans lequel nous nous sommes égarés et que nous avons dessiné nous-mêmes. C'est notre... au fond, c'est les 3 générations qui viennent de s'écouler, qui ont dessiné ce labyrinthe dans lequel nous sommes égarés, perdus. Et c'est pourquoi il faut un fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, il est facile à trouver. En tout cas, c'est ce que je crois. Être maire, est-ce que ça n'est pas la fonction qui donne le moins à la personnalité politique le sentiment de l'impuissance? Il n'y a aucun doute que c'est formidablement heureux. Quand on sait ce qu'on veut faire, et quand on sait le faire, je ne prétends pas que ça soit à portée de tout un chacun, mais c'est extraordinaire. Parce que vous décidez, si vous avez construit l'administration pour cela, vous faites. Et en peu de mois, vous voyez changer les choses. Et les gens le disent. Vos concitoyens, ceux qui vous ont confié le mandat, disent « Ah, vraiment, ça change, hein, ah, ça bouge ». Et ceux qui sont dans l'administration, au lieu d'être dans l'impuissance, ils passent dans l'action. Je viens de recevoir cette semaine, en 3 réunions distinctes, tous les fonctionnaires de la mairie volontaires pour participer. Il y en a eu les 2 tiers, 2 sur 3 qui sont venus participer. Et en 2 heures chaque fois, on a fait le projet et le bilan, ce qu'on était en train de faire. Et c'était du bonheur pour eux. Exemple très simple. Je parle de l'administration parce que c'est ce qu'on considère le moins facile à changer. Sur le mandat de mes prédécesseurs, en 6 ans, l'absentéisme était passé de 9% à 15%. Signe d'un mal-être très profond. En 1 an et demi, nous l'avons fait redescendre de 15 à moins de 12%. 1 an et demi. Et ça va continuer. Et j'espère que nous reviendrons à des chiffres encore plus bas. Pourquoi? Parce que quand on est mal, on ne travaille pas. Et donc, oui, c'est un mandat, mais il faut s'impliquer. Par exemple, je reçois sans rendez-vous tous les fonctionnaires qui le souhaitent un samedi par mois. Alors, il y en a 50 qui viennent m'exposer leurs difficultés, leurs attentes, leurs idées, leur amertume, leur frustration, ou au contraire, l'espoir qu'ils ont de... et moi, je considère que de voir le patron, c'est nécessaire. C'est juste. Alors, évidemment, c'est un engagement, ça demande d'y être. Mais c'est formidablement épanouissant, et de voir changer une ville, et que tous ceux qui la connaissent le disent, et de la voir se révéler, alors c'est un grand bonheur. À l'exception d'1 ou 2 reportages où on vous a vu une fois, je crois, avec votre épouse et souvent en compagnie de vos chevaux, vous êtes infiniment discret dans la rubrique People, si j'ose dire. Quelle est la perception que vous avez de cela? C'est un refus obstiné? C'est parce que c'est le signe d'une vulgarité républicaine, ou bien c'est votre caractère lui-même qui est retenu, qui est discret, qui est pudique? Oui, je trouve que la pudeur, c'est quelque chose de bien. C'est comme ça, je suis fabriqué comme ça. Alors, pour beaucoup de raisons. 1, je déteste la mise en scène, et ma femme encore plus que moi. Quand je dis je déteste, elle doit être dans le degré suprême de la haine. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je crois qu'il n'y a pas de rupture, comme on dit, de solution de continuité entre l'affirmation et la réalité. Je n'ai pas de double visage. Mes enfants sont mes enfants, ils sont géniaux, ils sont sympathiques.
le village que je dis être le mien, c'est le mien. C'est là que je suis né. Mon père en était maire il y a très longtemps. Je connais chaque arbre. La ville de Pau, c'est ma ville. J'ai toujours été élu là, et ce que je fais quand j'en parle, les événements culturels que j'y crée, c'est moi qui les ai voulus penser et créer. Et donc, vous voyez, il n'y a pas ce double visage-là. Ça, c'est la première chose. Et la troisième, c'est que vraiment, je rejette les entreprises de communication artificielle. Quand je vois le film qui est sorti cette semaine sur l'Élysée, sur François Hollande, et que le sujet de l'Élysée, c'est le communicateur, le sujet du film en fait, c'est le communicateur. Je me dis, mais bon Dieu, quelle malédiction! Pourquoi est-ce que François Hollande s'encombre de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement ce qu'il pense et qu'il saisit toute occasion pour parler? Il y a un devoir comment dirais-je, d'authenticité dans tout ça. Pourquoi les gens rejettent? Parce qu'ils pensent que c'est de la fausse monnaie. Ils pensent que tout ce qu'on leur raconte, c'est truqué, c'est du pipeau. Et c'est hélas assez souvent vrai qu'il y a des entreprises entières qui vivent sur le trucage des choses. Vous vous souvenez, il y a eu un film terrible sur Strauss-Kahn avant la chute de Strauss-Kahn, qui était tout faux. Ils avaient fait des maillots de sport sur lesquels il y avait écrit « Yes, we can », Kahn comme Strauss-Kahn. Évidemment, personne n'a jamais fait ces maillots, personne ne les a jamais portés, c'était fait pour le film. Et donc, la communication artificialisée, si je peux dire ça comme pour un sol, hein. Moi, je crois au sol naturel, au biotope naturel, au fait qu'on sache qui est le mec qui parle, et s'il a des défauts, il a des défauts, s'il a des qualités, il a des qualités. Ben, les livres que je signe, je les ai écrits. Les colères qui sont les miennes, c'est mes colères. Les faiblesses qui sont les miennes, j'en ai sans doute, je ne sais pas lesquelles, mais j'en ai sans doute, je les assume. Les engagements, les confrontations, je les assume aussi. Malheureusement, mes deux dernières questions, François Bayrou. Vous avez très souvent évoqué, pour expliquer votre démarche et votre action, la distinction entre l'officiel et l'officieux, entre ce qu'il y a sur la table et ce qui se cache sous elle. Est-ce que sous la table de François Bayrou, y a-t-il des choses gênantes ou pas? Non. Non, pas que je sache. Mais je veux dire, ni dans ma situation, ni dans ma vie professionnelle. Je voudrais insister une seconde sur ce point. Un des malheurs du temps, c'est que beaucoup de responsables politiques n'ont pas eu de vie professionnelle. Ils ont été dans l'appareil du parti depuis leur plus jeune âge. Moi, j'ai été engagé très tôt, mais avant ça, j'étais agrégé de lettres, j'étais prof, j'étais agriculteur, et je pensais déjà à écrire des livres, avant ça. Parce que simplement, il fallait faire vivre ma mère, la maison, ce qu'il fallait, après la mort de mon père. Donc, non, honnêtement, on peut se tromper sur soi-même, hein, faut pas. Mais je ne crois pas qu'il y ait des choses à découvrir. J'ai jamais été stipendié par des lobbies, jamais le petit peu d'aisance matérielle qui est la mienne, c'est par les livres que je l'ai eu. Et j'en suis très heureux parce que faire un best-seller, c'est un des plaisirs les plus irrésistibles qu'on puisse rencontrer dans une vie. J'ai eu l'occasion d'en faire au moins 2. Et donc, non, je
crois pas qu'il y ait des cadavres dans les placards. Vous avez évoqué récemment la triple impasse pour la France, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Marine Le Pen, en évoquant notamment à son sujet les solutions mortelles pour la France qu'elle pourrait mettre en œuvre. Est-ce que ça veut dire, François Bayrou, que le futur de la France, c'est Alain Juppé ou à défaut François Bayrou lui-même? Pourquoi je soutiens Alain Juppé? Parce que, alors, d'abord parce qu'il n'est pas de mon parti. Ça me permet de montrer un certain désintéressement, une espèce d'altruisme, on va dire. Hein? C'est pas si fréquent que quelqu'un qui dispose d'un socle électoral sérieux dise « écoutez, je suis prêt à soutenir quelqu'un d'autre », sans rien négocier de tickets, J'aurai des discussions si ça se produit avec lui, mais ça n'est pas intéressé. Pourquoi ? Parce que je trouve que les temps justifient qu'on soit un peu désintéressé. Et en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je suis. Je suis très heureux dans ma sensibilité politique. Je ne me suis pas trompé par rapport à ce que j'étais, dans mes fonctions actuelles, dans mon engagement, et les sondages sont positifs et bons et intéressants. Donc, de ce point de vue-là, je ne cherche pas quelque chose pour moi. Et je pense qu'il est bon de le montrer. Et Alain Juppé, que je connais depuis longtemps, Alain Juppé a ceci de particulier, c'est qu'il a refusé d'entrer dans les simplifications, dans les simplismes. Et notamment refusé d'entrer dans l'excitation des sujets morbides. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais c'est tout autre chose de les traiter ou de les exciter. Et donc, pour moi, il est estimable. Et si, ma foi, on pouvait pour une fois remplacer la rivalité par un travail en commun, je trouverais ça très bien. Après, il a choisi un mécanisme que je redoute, le mécanisme des primaires. Je citais le cas des primaires américaines avec Donald Trump, est un mécanisme qui favorise l'excès, qui favorise l'agressivité, qui favorise la transgression du type qui met de l'huile sur le feu. Je pense que cette inquiétude est justifiée. J'espère que c'est lui qui a raison. Et je l'aiderai s'il a raison. Sinon, je prendrai mes responsabilités. Je regarderai ce qu'est ma responsabilité civique. Et c'est vrai, je l'ai dit, imaginez la table de vote avec ces trois bulletins, on en a déjà essayé deux, Sarkozy et Hollande, qui se sont révélés être déjà les deux en grave échec, et y ajouter Le Pen et le danger mortel des solutions qu'elle propose, sans compter de ses obsessions. Pour moi, c'est pas ça la France. Voilà, la France que j'attends, dont je rêve aujourd'hui, cette France-là, elle mérite un autre choix. Et donc, je serai devant cette responsabilité si l'accident que je redoute se produisait. Et ce que j'espère, c'est qu'il ne se produira pas, que je suis trop pessimiste, que l'optimisme d'Alain Juppé, par exemple, est plus justifié que mon pessimisme, et que la vague de conscience va plutôt le soutenir que le gêner. C'est ce que j'espère, sans rien abdiquer de ma responsabilité de citoyen. Merci beaucoup, François Bayrou.